1, 0. Ignition, liftoff. Semper Fi, aim high. Juge Starr, il a été allégué que 60 tribunaux ont refusé d'entendre ces affaires et donc, de ce fait, il n'y a pas eu de fraude lors de l'élection. Je suppose qu'une autre façon de voir les choses est que les affaires ont été refusées pour des raisons procédurales et techniques. Lorsque vous voyez les 60 affaires rejetées, pensez-vous que notre système judiciaire conclut à l'absence de fraude ou pensez-vous que les affaires ont été rejetées principalement pour des raisons de procédure ? Eh bien, sénateur Paul, je crois comprendre que la grande majorité de ces affaires ont été rejetées pour des raisons de procédure, correctement énoncées, par opposition à une évaluation basée sur le mérite ou sur le fond. Et bien sûr, nous avons vu cela très récemment, et je pense de façon plus claire, par le rejet unanime par la Cour suprême du projet de plainte déposé par le procureur général du Texas, mon État d'origine, et l'intégralité de la décision était basée sur le concept juridique de la qualité pour agir. Vous n'avez tout simplement pas le Texas, la qualité pour agir, pour vous opposer à ce qui s'est passé dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie ou ailleurs. Et c'est une décision raisonnable. Il y a ceux qui s'opposeraient dans la mesure où nous sommes les États-Unis d'Amérique, et si quelque chose de mal arrive dans un État et finit par avoir un effet sur un autre État, nous avons un tel respect pour nos États en tant qu'entité souveraine au sein de notre Union que, vous savez, l'argument est, je pense, tout à fait raisonnable. Et je pense que d'autres pensent qu'il est tout à fait raisonnable qu'au moins l'affaire aurait dû être entendue sous la juridiction d'origine. Je pense que c'est un exemple clé. Oui, et je pense qu'il est important que nous examinions cette question et que nous comprenions ce que les tribunaux disent et ne disent pas. Les tribunaux n'ont pas dit qu'il n'y avait pas de fraude, les tribunaux n'ont tout simplement pas statué sur la fraude et n'en ont pas entendu parler. Je pense qu'il y a un problème important ici. La fraude en est un aspect. Et je pense que les tribunaux ont toujours été réticents à s'impliquer dans les élections et à se pencher sur la fraude. Mais pour aller de l'avant, nous devons changer les règles ou réévaluer les règles de notre État afin que cela ne se reproduise plus. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et dire, vous savez, nous allons laisser cela se reproduire. Il y a un autre aspect important à cela, c'est un aspect juridique qui, je pense, doit être entendu par les tribunaux, et je ne sais pas s'il peut être entendu au-delà des élections, mais je pense qu'il devrait l'être. Et c'est la question de savoir si les personnes qui ne sont pas des législateurs peuvent ou non changer la loi électorale. Et c'est ce qui s'est passé dans de nombreux États. Probablement 2 douzaines d'États ont décidé d'accepter les bulletins de vote après l'élection. 2 douzaines d'États ont décidé qu'ils voulaient envoyer des demandes ou des bulletins de vote par la poste. Tout cela sans la volonté du corps législatif. Pensez-vous qu'il y a un espoir que tout cela soit entendu, juge Starr, en dehors du concept de changement de l'élection? Est-il possible qu'un tribunal entende un jour et dise que c'était incorrect que les secrétaires d'État aient changé la loi au milieu de cette pandémie sans l'approbation de la législature? Ou pensez-vous qu'il n'y a aucun espoir parce que c'est mêlé à la politique électorale, juge Starr? Je pense qu'il y a une possibilité, parce que cette question pourrait revenir compte tenu de l'utilisation. Cette utilisation sans précédent des bulletins de vote par correspondance et la préoccupation, qui est une préoccupation bipartite, encore une fois la commission Carter-Baker, que nous devons examiner ces questions. Je pense donc qu'il existe une doctrine, sénateur Paul, qui dit essentiellement que cette question pourrait se reproduire et qu'elle ne devrait donc pas être rejetée comme étant sans objet, parce qu'il y a un principe très important ici. Comme je l'ai dit dans ma déclaration d'ouverture et ma déclaration écrite, la Constitution est très claire sur le fait qu'il est de la prérogative des législatures des États de déterminer quelles sont ces règles et ces lois. Et cela a été, je dois le dire, violé de manière flagrante en Pennsylvanie et peut-être aussi ailleurs. Oui, je pense que la question juridique est très facile à trancher. Je pense que même en tant que médecin, je peux comprendre que le secrétaire d'État ne peut pas créer de loi. Je pense cependant que beaucoup d'entre nous qui voulaient que cette question soit entendue par la Cour suprême, qui sont déçus, pourraient l'être aussi par le précédent de Bush contre Gore. Dans le sens où je pense que le précédent de Bush contre Gore met fin à des élections qui ont été certifiées. Il n'allait pas continuer à compter les bulletins problématiques et le secrétaire d'État l'avait certifié. Je pense donc que le précédent Bush contre Gore
plaide en fait contre l'annulation par la Cour suprême des élections certifiées. Avez-vous un avis sur ce point? Je n'ai pas d'opinion sur ce sujet en particulier. Je pense que le cas de Bush contre Gore défend cette proposition de base. Vous ne pouvez pas changer les lois électorales après coup. Vous devez en fait être fidèle à ce que la législature de l'État a fait. C'est aussi ce que le juge Alito a dit dans son opinion. Je pense essentiellement en le condamnant, mais certainement en l'identifiant comme un problème énorme, ce qui s'est passé en Pennsylvanie. Je pense donc que dans l'ensemble, l'affaire Bush contre Gore n'est qu'une répétition de notre structure constitutionnelle. Merci. Monsieur le Président, je pense qu'il est important que nous ne nous arrêtions pas là. Beaucoup de lois qui doivent être confirmées et je pense réaffirmées sont des lois d'État. Ce n'est donc pas de notre ressort, mais les lois d'État sont fixées et nous avons ensuite des élections fédérales. Donc, ce que nous avons entendu sur ce qu'il s'est passé dans le Wisconsin, ce qui s'est passé au Nevada, je pense que c'est absolument vrai. Nous devons empêcher que cela se reproduise. Je pense que les législatures des États devront réaffirmer que la loi électorale ne peut être modifiée que par une législature d'État. Je pense donc qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais si nous n'allons pas le dicter aux États, je pense que nous devrions organiser des audiences au cours de l'année prochaine pour entendre les législatures des États et savoir ce qu'elles vont faire pour s'assurer que la loi électorale est respectée et n'est pas modifiée par des personnes qui ne sont pas des législateurs. Et nous avons un intérêt à le faire. Je ne veux pas que ce soit fédéralisé. Beaucoup de gens de l'autre côté de l'allée voudraient le fédéraliser et envoyer un bulletin de vote à tout le monde. Et nous aurions cette corruption universelle dans tout le pays. Mais ce que je pense que nous devons faire, c'est le maintenir au niveau de l'État. Mais nous ne pouvons pas simplement dire que cela n'a pas eu lieu. Nous ne pouvons pas dire que 4000 personnes qui n'avaient pas la citoyenneté ont voté au Nevada et nous allons simplement l'ignorer. Nous allons le balayer sous le tapis en disant « Les tribunaux ont donc décidé des faits ». Les tribunaux n'ont pas décidé des faits. Les tribunaux n'ont jamais examiné les faits. Les tribunaux n'aiment pas les élections et ils sont donc restés en dehors de tout ça en trouvant une excuse, la qualité pour agir ou autre, pour ne pas s'en mêler. Mais la fraude a eu lieu. L'élection a été volée à bien des égards et la seule façon d'y remédier est, à l'avenir, de renforcer les lois. Et le seul dernier commentaire que je voudrais faire sur ce que M. Crève, et il peut parler pour lui-même, mais je pense que son travail a été de garder les étrangers en dehors de l'élection. C'était l'élection la plus sûre basée sur la sécurité de l'Internet et de la technologie, mais il n'a jamais exprimé d'opinion. Il est le bienvenu de le faire aujourd'hui, sur le fait que les morts aient voté ou non. Je ne pense pas qu'il ait examiné cette question. A-t-il examiné le vote de ceux qui n'ont pas la citoyenneté? Donc pour dire que c'était l'élection la plus sûre, bien sûr, je suis d'accord avec votre déclaration si vous faites référence à une intervention étrangère. Mais si vous dites que c'est l'élection la plus sûre en se basant sur le fait qu'aucun mort n'a voté, qu'aucune personne sans citoyenneté n'a voté, qu'aucune personne n'a enfreint les règles du vote par correspondance, je pense que c'est faux. Et je pense que c'est ce qui contrarie beaucoup de gens de notre côté. C'est qu'ils comprennent votre déclaration comme étant « Oh, eh bien, il n'y a pas eu de problème lors des élections ». Je pense que vous n'avez examiné aucun des problèmes que nous avons entendus ici. Donc en réalité, vous faites juste référence à quelque chose de différent. C'est la façon dont je vois les choses. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.